On ne le répétera jamais assez. L'essence même du football, c'est le sentiment que rien n'est jamais joué d'avance. On peut voir des choses absolument folles, on peut voir les plus petites équipes battre des géants. Et c'est exactement ce qu'on a vu en septembre dernier, vous vous en souvenez peut-être, lorsque le Sheriff Tiraspol a battu à Bernabéu, à Madrid, le grand Real qui a gagné sa 14e Ligue des Champions récemment. Alors comment ce miracle est-il possible? C'est ce qu'on va voir ensemble. Camarade, aiguise ta faucille et lustre ton marteau, parce qu'aujourd'hui on part en URSS. Non, on n'est pas dans Goodbye Lénine, mais l'URSS existe toujours dans une minuscule bande de terre entre la Moldavie et l'Ukraine. C'est la République moldave du Dniestr, aka la Transnistrie. La Transnistrie fait partie de cet héritage est-européen de la guerre froide. Elle fait partie de ces petites bizarreries de l'ordre international, de ces petites friandises que la Russie adore semer comme ça autour de son territoire pour constituer ce glacis géopolitique, souvenez-vous qu'on avait étudié dans le premier épisode de la chaîne. Alors, comment est-ce que la Transnistrie, sa situation si particulière, a pu permettre l'épopée du Sheriff Tiraspol? On va le voir tout de suite. La principauté de Moldavie, comme la Transylvanie et la Valachie, sont le berceau de la civilisation roumaine. Elles subsistent pendant 500 ans, entre 1359 et 1859, à la croisée de trois puissants empires, dans une zone de guerre disputée, mais aussi dans une zone de passage et de commerce, grâce notamment au Dniestr, l'un des principaux fleuves se jetant dans la mer Noire. En 1812, elle est découpée en deux par le traité de Bucarest. Les terres qui sont situées entre les fleuves du Prout et du Dniestr reviennent à la Russie. C'est ce territoire, renommé Bessarabie, qui correspond à la Moldavie moderne. Pendant un siècle, entre 1812 et 1917, les tsars vont russifier la Moldavie. Ils vont lui faire subir une colonisation culturelle et démographique. Pendant ce temps, le fossé se creuse de plus en plus avec la partie occidentale de la Moldavie, qui s'unifie en 1859 avec la Valachie pour enfin donner naissance à la Roumanie. En 1917, en pleine guerre mondiale, c'est la révolution russe, et c'est à ce moment que beaucoup de provinces de l'Empire russe décident de déclarer leur indépendance. La première république démocratique moldave va durer quelques temps, et puis va voter son rattachement, massivement, à la Roumanie voisine. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y aura de nombreux traités pour redistribuer les territoires qui avaient été accaparés par les empires centraux. C'est la naissance de la Grande Roumanie, qui rassemble enfin toutes les populations de culture roumaine en son sein. C'est l'apogée de cette nation. Mais pendant ce temps, de l'autre côté du Dniestr, les Russes créent la République socialiste soviétique autonome moldave, qui regroupe les territoires où se trouvent toujours des populations roumaines en URSS. Ouais, encore une expérience super bien réussie de découpage au couteau des territoires par le docteur Joseph Staline Frankenstein. Cette république est donc censée être un contre-modèle, une vitrine du communisme pour attirer les Moldaves qui ont rejoint la Roumanie. C'est à peu près ce territoire qui deviendra la Transnistrie actuelle. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS soutire la Moldavie à la Roumanie de force. Moscou crée alors la République socialiste soviétique de Moldavie, qui rassemble la Moldavie et la Transnistrie en un seul État. Le pays est enfin dans ses frontières actuelles, mais intégré à l'URSS. Moscou transforme à nouveau le pays. La Transnistrie actuelle, sur la rive gauche du Dniestr, voit une industrie lourde se développer et devient le cœur économique du pays, tandis que la rive droite du Dniestr, elle, reste une terre très agricole qui prend du retard. L'URSS reprend la politique de moldavisation de la population et tente d'éloigner culturellement les Moldaves des Roumains en leur créant une nouvelle fois, comme les tsars, une identité à part. Le cyrillique est imposé, l'usage de la langue roumaine est interdit. On crée une identité moldave de toutes pièces, russifiante, que l'on va imposer aux populations et on remplace tout simplement des roumanophones que l'on envoie en Sibérie
par des colons russophones et ukrainophones. Lors de l'effondrement de l'URSS 50 ans plus tard, la Moldavie va, comme toutes les républiques socialistes soviétiques, déclarer son indépendance. Mais la Transnistrie, effrayée par l'idée d'une réunification entre la Moldavie et la Roumanie, va elle-même déclarer son indépendance afin de protéger les intérêts des russophones qui s'y trouvent toujours. Pour Chisinau, la Transnistrie ne prend pas sa liberté de l'URSS, mais bien de la Moldavie. Les tensions escaladent rapidement et une guerre éclate en 1992. La Russie apporte immédiatement son soutien aux Transnistriens. Comme en Ukraine bien plus tard, souvenez-vous, on en avait parlé dans la première vidéo, c'est une nouvelle fois le soutien aux russophones que Moscou va invoquer pour justifier son intervention. Et ça, c'est permis surtout par la présence de 14 000 soldats russes déjà postés le long du Dniestr. Grâce à cette aide de la Russie, la Transnistrie l'emporte facilement, et un cessez-le-feu est signé. Désormais, la République moldave du Dniestr est indépendante de facto, bien qu'aucun pays membre de l'ONU ne la reconnaisse comme telle, pas même la Russie. Et cette situation, c'est le schéma typique d'un conflit gelé. Ces deux pays, la Transnistrie et la Moldavie, qui sont censés faire partie du même ensemble, qui comportent à peu près le même peuple, c'est souvent des gens qui ont de la famille, des amis, de part et d'autre, ils échangent, on peut passer de l'un à l'autre assez difficilement, mais c'est possible, et pourtant, ils n'ont aucune relation. C'était complexe, je crois, mais essentiel pour comprendre les enjeux. Donc récapitulons, on a donc deux pays. D'un côté, la Transnistrie, qui est un état hors du temps, complètement figé dans l'ère soviétique, avec ses statues de Lénine et son architecture hypercubique, et puis de l'autre côté, on a un état complètement hémiplégique, impotent, qui ne peut pas s'en sortir parce qu'il lui manque tout simplement un grand nombre d'infrastructures et d'industries qui se trouvent chez son voisin. Mais ces deux pays partagent une chose, vraiment il y a une chose qui les fédère, je vous laisse 5 secondes pour deviner. Oui, c'est ça, le foot. Au niveau sportif, on ne peut pas dire que la Moldavie est sur le devant de la scène, malgré quelques succès remportés en boxe, en lutte, en haltérophilie ou en judo. Ils aiment bien la bagarre, les Moldaves, hein. Les athlètes transnistriens, quant à eux, sont contraints de concourir sous les couleurs moldaves, leur pays n'étant membre ni du comité olympique, ni d'aucune fédération sportive. Il y en avait ainsi 5 dans la délégation moldave lors des derniers Jeux olympiques. Une fois de plus, le sport joue son rôle fédérateur. Et en football, c'est la même chose. Les footballeurs transnistriens, ils jouent dans l'équipe nationale moldave. Autant le dire tout de suite, l'équipe nationale moldave de football est anecdotique. En 30 ans, elle ne s'est jamais qualifiée pour la moindre compétition continentale. En dehors du joueur de Başakşehir, Alexandru Epureanu, et ses 100 sélections, ou de Artur Ionita, qui a joué en Serie A, l'effectif reste en plus très obscur. Pourtant, avec ses 3,5 millions d'habitants, si on compare avec d'autres pays d'Europe de l'Est, comme la Bosnie, la Slovénie ou la Macédoine du Nord, la Moldavie a les moyens de faire mieux. Toutes ces équipes que j'ai citées, elles ont toutes fait au moins un Euro ou une Coupe du Monde récemment. Mais non, à l'heure où je tourne, l'équipe est coincée à la 178e place entre Montserrat et le Népal. Ça pique. Cette situation cataclysmique du football moldave, elle s'explique par 3 choses. La situation géopolitique, on en a déjà parlé, la situation économique, on l'a un petit peu évoqué, et puis surtout le niveau abyssal du championnat. Et ça, on va en parler. Pendant les années 90, la Divizia Națională est surdominée par le club de la capitale, le Zimbru Chisinau. Ouais, j'ai fait Moldave LV2. Mais au tournant de l'an 2000, un nouveau shérif arrive en ville. Le club de Tiraspol va connaître une ascension fulgurante. Fondé en 1997, le shérif rafle dès sa première année d'existence un titre en remportant la seconde division moldave. Ensuite, pour leur première saison dans l'élite, les Transnistriens terminent au pied du podium, décrochant une place pour une qualification en Coupe d'Europe. Le shérif Tiraspol fait ensuite son premier titre de champion de Moldavie en 2001. Depuis, il écrase totalement, outrageusement le championnat moldave. Hormis en 2011 et en 2015, le bilan est de 20 titres de champion sur 22 éditions. Elle est là, la Farmers League. Alors c'est quoi la recette magique du shérif? Le travail? L'ambition? L'abnégation? Le pouvoir de l'amitié? Non, c'est l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent.
Regardez dans Ouest France cette interview hallucinante de Bruno Irle, actuel entraîneur de Troyes, mais qui a coaché le Sheriff Tiraspol en 2016. J'ai été impressionné par les infrastructures. C'est mieux que ce qu'on a en France, même en Ligue 1. Vous avez 19 terrains en herbe pour l'entraînement. Même à Clairefontaine, vous ne les avez pas. Vous avez 3 terrains différents pour jouer les matchs. En Moldavie, quand vous allez dans le championnat local, il y a un écart abyssal avec les autres clubs, au niveau des infrastructures et même au niveau du budget. C'est comme la R1 en France. Le terrain n'est pas droit, il n'y a pas d'herbe à certains endroits. C'est ça le championnat moldave, des clubs semi-amateurs complètement à la rue et au milieu, un club dimension européenne. L'esprit Coubertin quoi. Pour vous donner une petite idée de cet écart dont parle Bruno Irle, le Zimbru Chisinau, qui est le deuxième plus gros club du pays, il a un budget de fonctionnement de 500 000 € par an. À côté, même si c'est très opaque, le Sheriff Tiraspol il aurait un budget de 5 millions d'euros, c'est 10 fois plus. En comparaison, en Ligue 1, l'écart entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille n'est que de 3 fois plus. Prenez par exemple le Sheriff Stadium et son complexe sportif de 40 hectares, mis en chantier après le premier titre de Tiraspol. Coût total 200 millions de dollars, c'est une fortune, surtout quand on connaît le revenu moyen en Moldavie, 385 € par mois seulement. Tout cet argent, il permet aussi de faire venir des joueurs, et des très bons joueurs. Et quand en intro je vous parlais d'armée mexicaine, je n'exagérais pas du tout. Quand on regarde l'effectif de l'an dernier du Sheriff Tiraspol, il y a 19 nationalités différentes. Et j'ai même pas compté les joueurs transnistriens qui ont des passeports à la fois moldaves et russes. Et en plus, toutes ces nationalités, elles sont réparties sur 5 continents. Il y a un joueur de Trinidad et Tobago dans les Caraïbes, des Sud-Américains, notamment du Brésil, des Ouest-Africains, mais aussi un ressortissant du Malawi, un Kazakh et un Ouzbek pour l'Asie, et enfin, beaucoup de joueurs des Balkans, et même un Luxembourgeois. C'est le fameux Sébastien Thiel, auteur de cet incroyable but qui a offert la victoire au Sheriff à Madrid. Et ces joueurs, ils sont évidemment payés très très cher, jusqu'à 15 000 $ par mois, c'est vraiment énorme. Mais alors, d'où vient tout cet argent du Sheriff Tiraspol, malgré la situation difficile, on l'a vu, de la Transnistrie? On va le voir tout de suite. Depuis le début de cette vidéo, vous vous dites peut-être, pourquoi le Sheriff? Je veux dire, c'est quoi le rapport entre le Far West et la Moldavie là? Le Sheriff, c'est avant tout une entreprise, ou plutôt un conglomérat d'entreprises, complètement tentaculaire et qui s'étend dans tous les secteurs de la société transnistrienne. Lui, c'est Victor Gouchan, et vous regardez actuellement l'unique photo de lui disponible sur internet. Bon, ok, je vous dois quand même la vérité. J'ai mis à profit mes talents de hacker et de data mining, et j'ai pu trouver 2 photos supplémentaires de Victor Gouchan. Il y a celle-ci, c'est littéralement la même que tout à l'heure, mais sans sa veste, et celle-là, je vous laisse juger. Après avoir combattu du côté des séparatistes pour l'indépendance de la Transnistrie, celui qui se faisait appeler Sheriff, lorsqu'il était agent du KGB, va fonder l'entreprise éponyme avec un collègue, Ilya Kazmale. Malgré les conséquences de la guerre et puis de la chute de l'URSS, leur petite entreprise ne connaît pas la crise. Elle commence par la contrebande de cigarettes, avant de se diversifier dans tous les sens, étendant ses filiales dans tous les secteurs. Station essence, caviar, concessionnaire automobile, boulangerie, unique réseau téléphonique de Transnistrie, maison d'édition, chaîne de télévision, distillerie et surtout, la première chaîne de supermarchés du pays. La Sheriff Company est tellement énorme que le média d'investigation Rise Moldova estime que le tiers du budget de l'État transnistrien provient seulement des impôts payés par la Sheriff. C'est incroyable. On est dans une société dystopique où il y a un espèce d'Evil Corp qui tient des monopoles dans tous les secteurs stratégiques de la communication, du luxe ou de l'alimentaire. Et tout ça en plus, en continuant d'exercer des activités illégales. En effet, la Sheriff, elle continue à faire de la contrebande, à faire de la contrefaçon. Et ça, c'est permis par un espèce de système mafieux qu'elle a mis en place, de collusion entre le politique et l'économique. Faut dire que la Moldavie comme la Transnistrie souffrent énormément de la corruption. Dans un premier temps, la Sheriff était très proche d'Igor Smirnov, premier président de la Transnistrie de 1991 à 2011. Autant dire que le bout gravé de la bouteille. C'est marrant. Il le soutenait médiatiquement et financièrement en échange de législation favorable. Le successeur de Smirnov, lui, va critiquer publiquement le monopole du shérif et ses activités illicites. Dès que son mandat s'est terminé, il s'est très vite tiré à l'étranger et a témoigné comme quoi la shérif voulait le faire assassiner. Bizarre.
Le shérif est quasiment à la tête du pays. Les frontières entre pouvoir mafieux, pouvoir politique, pouvoir médiatique et pouvoir économique sont totalement brouillées. Le shérif Tiraspol, il bénéficie donc d'un incroyable cheat code dans le championnat moldave. Et ça bénéficie à la fois au shérif, à l'entreprise, qui a là un incroyable vecteur d'image, mais surtout à la Transnistrie, de l'aveu même du ministre des Affaires étrangères du pays. C'est un incroyable coup de projecteur sur le pays qui a donné la victoire du shérif Tiraspol face au Real Madrid. Et bien sûr, tout cela se fait sous l'œil attendri du parrain russe, qui en plus des 1500 hommes qui sont toujours postés aujourd'hui en Transnistrie, a beaucoup d'intérêt économique dans la région. Et c'est d'autant plus le cas avec la guerre en Ukraine, la Transnistrie bordant sa frontière sud-ouest et étant très proche d'un des ports majeurs de la mer Noire, Odessa. Même si c'est un scénario très craint par les Occidentaux et les Ukrainiens qui ne veulent pas avoir un front ouvert dans leur dos, le conflit ne semble pas se généraliser jusqu'à la Transnistrie. Même si c'est vrai qu'en Transnistrie, certaines personnes s'élèvent pour profiter de l'occasion et réclamer un rattachement à la Russie. Mais la situation est complètement gelée en Transnistrie. D'un côté, une invasion de la Moldavie depuis la Transnistrie est pour l'instant difficilement pensable. Elle constituerait l'ouverture d'un second front pour une Russie qui est déjà bien embourbée en Ukraine. D'ailleurs, la situation d'esclave de la Transnistrie, coincée entre des membres de l'OTAN et l'Ukraine, n'en fait pas une position idéale. De son côté, la Moldavie ne peut plus envisager de réintégrer pleinement la Transnistrie, même si cette dernière le souhaitait. La Russie, en plus de verser 200 millions de dollars par an d'aide à la République sécessionniste, lui livre également à crédit la quasi-totalité de son gaz. La Transnistrie a donc une dette colossale envers la Russie et qui se creuse un peu plus chaque jour. En cas de réunification, la Moldavie devrait donc régler cette note à la place de la Transnistrie, ce qui est impensable. D'ailleurs, en 2020, les Moldaves ont élu une présidente pro-européenne, Maia Sandu, et cette dernière, elle a tout de suite remis en cause la présence des bases militaires russes en Transnistrie en estimant qu'elles se trouvaient sur le territoire moldave. Immédiatement, Vladimir Poutine a rappelé que si la Transnistrie faisait partie de la Moldavie devait donc la bagatelle de 7 milliards de dollars de gaz à la Russie. C'est juste 2/3 du PIB annuel moldave, autant dire que la réunification est impossible. En clair, Poutine tient la Moldavie en otage grâce à cette situation en Transnistrie. Bref, vous aurez peut-être mieux compris les enjeux autour du shérif Tiraspol et les raisons pour lesquelles ce club arrive aujourd'hui à tenir tête à des écuries européennes. Parce qu'il n'y a pas que le Real Madrid. En tour préliminaire, le club transnistrien a sorti le Dynamo Zagreb, pourtant un habitué de la Ligue des Champions, et a battu en poule le Shakhtar Donetsk, habitué de la phase finale. L'ironie dans cette histoire, c'est que c'est dans le dernier espace soviétique d'Europe, la Transnistrie, qu'est née l'incarnation même de l'argent roi dans le football, le shérif Tiraspol. Encore une preuve, s'il en fallait, des liens entre géopolitique, économie, politique et trop souvent criminalité. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à activer la cloche des notifications, à vous abonner à la chaîne surtout, c'est très important, et à me laisser un petit commentaire, je vous lirai. Ciao!